Les cuisines de château étaient souvent le théâtre de la vie quotidienne, des grandes réceptions ou même de moments historiques. Aujourd'hui, nous vous invitons à découvrir 10 cuisines de châteaux français, chacune avec son histoire et ses secrets, racontés par leurs propriétaires. Alors la cuisine du château, qui se situe dans le donjon reconstruit à la fin du XIIIe siècle, c'est une pièce qui est particulièrement appréciée par les visiteurs en raison de la profusion, vous voyez, d'objets liés à l'art de la cuisine. C'est une collection d'objets de différentes époques. Il y a des objets notamment typiques du Périgord, notamment près de la cheminée. Vous avez tous ces énormes chaudrons marmites en fonte de fer. Il faut savoir que le Périgord, depuis l'époque gauloise, était connu pour ses forges qui étaient situées tout le long de la vallée. Et ces forges se sont reconverties dans la fonte à partir de la fin du XVe siècle. Et preuve de leur savoir-faire, c'est que ces mêmes petites forges, au XVIIIe siècle, fabriquaient les canons pour la marine du roi. Donc là, on a un exemple assez saisissant, je trouve, de fabriques liées aussi bien à la guerre qu'à des sujets plus quotidiens. Le sol est très beau, lui aussi il est typique du Périgord. C'est ce qu'on appelle chez nous un sol en pisé. Alors le pisé, vous voyez, ce sont toutes ces petites pierres calcaires, grossièrement taillées et fichées dans un lit de sable. Et très souvent, avec ces pierres, on dessine des motifs géométriques. Alors ici, vous voyez, on a un motif en damier. C'est un sol qui a été réalisé à la fin du XVe et qui est dans un état absolument remarquable. Et puis, donc, au centre de la salle, vous apercevrez donc toutes ces poteries également, tous ces cuivres. Alors les cuivres, depuis le Moyen-Âge, c'était un matériau qui coûtait relativement cher, donc on le rencontrait plutôt dans les demeures aisées. Sinon, dans les campagnes, dans les châteaux plus rustiques, c'était la poterie qui recouvrait la table et qui servait également pour la cuisson des aliments. Et au centre trône le râtelier à pain, qui a été en usage dans les campagnes jusque pas si longtemps que ça d'ailleurs. À l'époque, on ne faisait pas son pain tous les jours. Il y avait des grandes fournées toutes les semaines. Et le pain, donc, il fallait le stocker pour le protéger des rongeurs. Voilà. Donc on le suspendait dans ces râteliers. Cuisine du XIVe siècle. Alors, on est un peu étonné de la voir ici, en hauteur, au premier étage. Il y a eu une première cuisine en Suisse qui a disparu au cours du temps. Et c'est au XIVe siècle qu'on a décidé de construire celle-ci juste au-dessus de l'ancienne cuisine. XIVe siècle, alors, 3 éléments importants. La cheminée, jamais trop loin puisqu'ils fonctionnent ensemble. Le potager, qui est là, sous les fenêtres. On prend les braises de la cheminée et on va les installer ici. Sur le dessus du potager, on a des braseros, ce qu'on appelle des braseros, et c'est là où les braises vont être installées, et c'est là où la cuisson va se faire. C'est pour ça que les potagers sont souvent sous les fenêtres pour faciliter les vapeurs de cuisson. Et sous chaque brasero, on ne fait rien cuire, on a des niches qui sont appelées des cendriers, et c'est là où on récupère les cendres, puisque les cendres vont être réutilisées notamment pour la lessive, comme engrais dans les jardins potagers. Donc cheminée et potager ne sont jamais trop éloignés, ils fonctionnent ensemble. Et puis nous avons le four à pain qui est là. Et ceux qui me connaissent savent que le four à micro-ondes est caché dans ce petit boyau aménagé Alors c'était un chemin de ronde qui a été aménagé par la famille de Sabron-Pontevès et qui a accueilli l'eau, puisque les canalisations commencent à s'imposer dans nos maisons. Et là, on a l'eau qui est juste à côté de la cuisine. Au Moyen-Âge, ce n'était pas le cas. Au Moyen-Âge, l'eau était dans une citerne qui est juste derrière la porte. Nous allons passer tout à côté tout à l'heure. Alors ici, des objets qui font partie de la vie quotidienne, le sucre, le casse-sucre, les casse-sucre ici, tous ces objets pour casser le sucre, pour casser le chocolat. Et puis alors, particulièrement provençal, et j'y tiens beaucoup, nos faïences
d'Apt, parce que si nos grands centres de production sont Marseille et Moustier, nous avons aussi des petites productions, notamment dans le Luberon Nord, à Apt. Depuis le XVIIIe siècle, on fabrique ces faïences qui sont assez savantes, mélange de terre, donc on appelle ça des terres mêlées. Et ça a fait la réputation notamment d'Apt, terre mêlée, ou terre nougatine, comme disent les Provençaux. Et puis, on a aussi ces terres cuites qui font partie de notre vie quotidienne au XIXe siècle. Voilà, des terres cuites qui ont deux becs différents, elles sont toujours en couple. On a un bec resserré pour le vin, un bec plus large pour l'eau. Terre cuite vernissée, qu'on faisait spécialement fabriquer pour le marché provençal au XIXe siècle, et qui étaient fabriquées en Turquie, c'est leur originalité. Elles remontaient par bateau jusqu'à la grande foire de Beaucaire où elles étaient déchargées, acheminées vers Avignon pour la vente. Et de ce fait, comme elles ont ce long cou, on les appelle des demoiselles, et comme on les trouvait à Avignon, des demoiselles d'Avignon. Voilà, ça, il y en a chez tous les bons Provençaux du XIXe siècle. On va aller dans la grande cuisine. C'est un lieu qui est formidable, la cuisine. C'est vraiment une très belle illustration de l'évolution de nos sociétés, puisque dans la cuisine, on va manger à la fois ce que nous dit Dieu, la religion, on va manger gras, on va manger maigre, et puis ce que dit également la médecine. Plus vous vieillissez, plus vous vous refroidissez, on va plutôt boire du vin rouge. Le vin blanc, il est plutôt pour les jeunes parce que ça peut faire des maux de ventre. Et en fait, tout va être illustré dans la cuisine autour de ces deux grandes thématiques qui sont là. Notamment avec les moules qui vont être l'illustration de beaucoup de symboles religieux, l'agneau pascal, l'étoile qui guide vers le Christ, enfin il y a énormément de choses. Et la cuisine ici est extrêmement complète, on va dire, puisqu'en fait ici, pendant les mois d'été, on va expérimenter ce qu'est un goût historique. Dans les châteaux, on a des meubles, on a des seigneurs, on a beaucoup de choses comme ça, mais qu'est-ce qu'un goût historique? Au Moyen-Âge, il existe à peu près 150 livres de cuisine, dans lesquels il n'y a pas les quantités. Ça aurait été un péché de gourmandise. Et alors, notre docteur en histoire, ici, pendant 2 mois, va faire du feu dans la cheminée et on expérimente ce qu'est un goût. Donc, vous pourrez venir, vous asseoir autour de la table et goûter ce qu'elle est en train de préparer tous les après-midi dans le château. C'est un lieu qui est merveilleux, qui est à la fois un lieu de vie, c'est une sorte de PME ici, puisqu'on va faire en économie circulaire tout un travail pour travailler avec les maraîchers, les pêcheurs de Loire. Tout va être absolument conservé. Les volailles arrivent dans des panières de ce type-là, on va les estourbir sur le bio directement, hein, du producteur au consommateur. On n'a rien inventé depuis très longtemps. Alors ici, ça fait partie des restaurations que nous avons dû à faire, puisque la cheminée était à moitié écroulée. Vous voyez la dimension de cette cheminée que nous avons ici. L'illustration aussi de l'absence de sécurité sociale, puisque quand les enfants naissaient, eh ben, la dame continuait à travailler. Et vous voyez comment on pouvait gérer les enfants emmaillotés. Alors quand il est réveillé, on redresse cet appareil-là, puis quand il dort, on peut le remettre à l'horizontale. Ça fait partie des objets de la vie quotidienne que nous avons ici. À droite de l'escalier se situe la pièce qui était une des pièces cœur de la maison Messillac pendant son histoire, qui est l'ancienne cuisine. Donc, comme vous le voyez, cette cuisine est très conforme aux cuisines traditionnelles du Cantal, avec cette grande cheminée qu'on appelle un cantou, avec les 2 petits bancs à l'intérieur de la cheminée qui permettait notamment aux personnes plus âgées de se tenir au chaud et de suivre la préparation des repas qui se faisait bien évidemment sur le feu. Donc cette pièce, qui n'est plus aujourd'hui utilisée en tant que cuisine, permettait à la fois au personnel domestique, à la famille, etc., de partager une grande partie de la journée lors de la préparation et lors des repas qui étaient certainement pris par tous ces gens-là autour de cette grande table traditionnelle de la région, qui a en plus, je dirais, un détail tout à fait particulier, c'est que le tiroir que vous avez ici servait à l'époque à asseoir les jeunes enfants. Et donc on ne rangeait pas le pain, mais on asseyait les enfants, ce qui évitait d'avoir des chaises hautes qui n'étaient pas encore connues, et les enfants
participer au repas assis dans ce tiroir. Il y a un élément de modernisation qui a été apporté dans cette cuisine, probablement au XVIIe siècle. Ça a été, je dirais, l'ancêtre d'un minuteur. Vous avez ici un système d'horlogerie tout à fait similaire à celui d'une pendule qui était mue par un poids, et le poids se trouvait dans ce placard. Et donc, au moment de la cuisson, on remontait le poids. Ensuite, vous aviez une ficelle qui permettait de faire tourner la broche. Et une fois que le poids était arrivé en bas, ça signifiait que le temps de cuisson était atteint et que la viande ou les animaux qui étaient en train de cuire dans le feu étaient cuits. Pour le reste, dans cette pièce, vous avez effectivement la disposition traditionnelle des cuisines dans la région, avec notamment un certain nombre de crochets au plafond qui permettaient de faire sécher la charcuterie, de faire sécher des légumes, des herbes, mais également d'accrocher les instruments permettant de faire la cuisine. Donc ici, on est à l'entrée de la grande cave. Donc ce niveau de la maison, en fait, recevait à la fois les cuisines, le cellier et évidemment toutes les caves pour le bon vin qu'on stockait ici. Et il y avait une production d'ailleurs qu'on a retrouvée sur des plans, une production de 7 hectares de vin clair, qui malheureusement à l'époque n'était pas du champagne. Depuis, on a à quelques kilomètres d'ici une appellation champagne de la Côte des Bars, que je vous invite à découvrir d'ailleurs, qui fait du très très bon champagne de propriétaires récoltants. Mais on va voir du coup tout ça au travers des bouteilles, au travers des cuivres aussi de la cuisine et des quelques souvenirs qu'on a pu ramener. Voilà, donc l'ancienne cuisine de la maison qui était au XVIIIe siècle vraiment conçue pour la préparation des plats et la transformation des produits de la ferme. C'est pour ça que je vous ai emmené à la laiterie aussi, c'était important, que vous voyez que la vie était vraiment autarcique et qu'on avait ici tout le nécessaire en fait pour fabriquer une bonne cuisine et pour faire des dîners de qualité évidemment, pour des gens de qualité. Et il y avait environ, au XIXe siècle, 80 personnes qui travaillaient sur la propriété, dont 30 étaient des domestiques de maison. Donc les femmes de chambre, les cuisiniers, différents serveurs, laquais, mais il y avait quand même 30 personnes dans une maison qui recevait une petite dizaine de personnes à l'année. Donc il y avait quand même une intendance très importante et on retrouve un petit peu ici, grâce à ces quelques éléments, l'esprit des grandes cuisines dans les maisons au XIXe siècle surtout, mais au XVIIIe c'était assez semblable. On a eu la chance, malgré l'état un peu triste et lamentable de la cuisine et des caves en général, on a eu la chance de retrouver quelques meubles de service, des tablettes, des étagères qui étaient encore en place. Bon, ça n'avait aucune valeur, donc ça n'avait pas été dérobé, mais du coup ça nous a permis un peu de crédibiliser tous ces décors qui sont faits avec pas grand-chose, il faut le dire. Quelques ventes aux enchères, quelques vides-greniers, des dons de la région, des gens qui visitent le château et qui nous donnent, que ce soit des moules à gaufres, des cuivres, des assiettes. Ce qu'il faut, c'est que l'ensemble soit cohérent. Et parfois, on arrive à acquérir quelques pièces comme celle-ci, qui sont un peu exceptionnelles, de mon point de vue, qui n'ont rien d'exceptionnel pour un passionné de belles choses ou d'art, mais c'est un tranchoir à pain. Et on voit ici, en fait, c'est ce qu'il y a de plus beau, je trouve, on voit l'usure du couteau, qui peut-être pendant un siècle et demi a raclé la planche. Et ça, c'est génial. Et ça, en fait, on peut parier sur le fait que ce truc-là n'a pas bougé depuis le 19e, et en fait, on l'a rapporté. Et c'est ça qui est super. Voilà, ici, on a un tourne-broche qui vient de Normandie, qui a été donné par un sympathisant du château de Beauménil, que mon frère Lancelot a en gestion. Je le remercie d'ailleurs. Il a offert donc un très joli tourne-broche du XVIIIe siècle, donc qui n'a pas encore été remis en état,
mais qui va permettre du coup de faire rôtir des pièces de viande pendant plusieurs heures à l'aide d'un contrepoids. Et vous voyez le système ici d'engrenage et de poulies. On remontait donc le poids. Ce poids, par la traction, du coup, emmenait le hochet qui tournait ici et qui lui-même emmenait les engrenages. Et ici, on a la cheminée avec les landiers. Voilà. Des landiers du XVIIIe siècle. Et voilà. Alors la cuisine, voilà, ça c'est une pièce qu'adorent les visiteurs. Forcément, ils ont une relation à une cuisine parce qu'ils en ont tous une chez eux. Alors on ne le sent pas à la caméra, ça sent le feu parce que voilà, ça c'est la pièce qu'on utilise toute l'année pour les repas et en hiver, c'est notre source de chauffage au bois. Alors la pièce principale ici, c'est ce fourneau mis en place par Viollet-le-Duc au 19e au milieu de la pièce, alors pour des raisons fonctionnelles. 360 degrés de plan de travail. Alors si vous aimez faire la cuisine, hein, pendant le Covid, un confinement, on était tous là en train de faire de la cuisine, bon pas ici, mais si vous aimez faire la cuisine, c'est formidable. Alors comme vous savez, ça s'appelle un piano, hein, parce qu'on joue sur les différentes gammes de chaleur. On met le bois au milieu là où il est plus chaud et moins chaud sur les côtés. Alors la question c'est, ça marche au bois, qu'est-ce qui manque? La question, l'évacuation des fumées. Logiquement, il est sorti d'ici et d'ici. Si Viollet-le-Duc les avait laissés là, c'est pas la peine de mettre la machine au milieu de la pièce, on perd cet espace de travail. Donc il inverse, ça descend, ça passe en dessous et ça rentre dans la cheminée principale avec un système de conduit métallique ou de fonte très épaisse. Et quand la fonte était chaude, l'évacuation se fait naturellement. Mais si le fourneau refroidit, les tuyaux se refroidissent aussi et la pièce s'enfume. Autrement dit, il faut remplir 24 heures sur 24. Et mon arrière-grand-tante le faisait fonctionner encore jusque dans les années 1970, où un jour, on avait un peu ras-le-bol de se lever à toutes les heures de la nuit pour le remplir, et quelqu'un lui a suggéré de s'acheter une bonbonne de gaz, une gazinière, et ça c'est dans la petite cuisine aujourd'hui. Alors peut-être dernier petit détail de la cuisine, un des objets les plus vieux du château, 700 ans, un entonnoir à barrique, voilà. On met ça sur le trou de la barrique, on remplit les barriques de vin. Donc 700 ans de vin à travers le petit tuyau, comme quoi le vin, ça maintient. Voilà, la petite visite est finie, et maintenant on va se libérer et on va prendre l'apéro pour de vrai. Voilà, pièce centrale de Bridoire. Ces cuisines qui ont la particularité d'être de plein pied. Généralement, les cuisines sont toujours en sous-sol. Et là, Bridoire, donc, elle est plutôt agréable puisqu'elle donne directement sur la cour avec l'accès au puits et aux caves qu'on verra tout à l'heure. Donc cette cuisine, il y a eu beaucoup de travaux. Là, j'ai retrouvé une petite photo pour vous montrer un peu l'état dans lequel était cette cuisine en 2011, donc l'année de rachat de Bridoire. Donc le sol avait été en partie arraché, des tags partout. Il n'y avait plus rien à part cette pierre d'évier qui, heureusement, on comprend vu le poids, était restée en place. Donc on a remis un tournebroche, le tournebroche du XVIIIe siècle qui continue à fonctionner avec ce système de contrepoids. On a cette batterie de cuivre assez impressionnante. On aime bien généralement faire peser aux visiteurs pour se rendre compte un petit peu du poids des choses, impossible à soulever à une main. Mais voilà, c'est vrai que c'est une pièce qui est très chaleureuse, très sympa. Et on aime bien faire des bons gueuletons dans les cuisines pour recevoir amis ou famille. Une pièce que j'aime beaucoup, les anciennes cuisines. Regardez la force de cette architecture intérieure, la puissance de ces voûtes, et cette cheminée culmine à plus de 50 mètres de hauteur. Imaginez le tirage lorsqu'on fait des flambées formidables. C'est une joie de montrer cette pièce et de proposer par moment à des groupes de venir y déjeuner. Donc c'est notre restaurant pour les groupes. Et c'est peut-être
une des pièces, si ce n'est la pièce que je préfère, puisqu'il y a des ondes formidables ici, et surtout un sentiment d'invincibilité du château, de permanence du château. Ces murs sont tellement épais. Voilà, donc j'ai un coup de cœur que je mets en joker sur les anciennes cuisines. Et nous nous mettons à 3 en une journée pour faire tous les cuivres. On met notre PlayStation Spotify et on se donne du courage pour faire ces cuivres une fois par an. Alors, pour la petite histoire également, c'est là que se réunit la confrérie des Riots d'Anjou. Le Riot d'Anjou est la spécialité culinaire du village. Et tout ça est inscrit ici. Sur cette plaque de pierre de lave émaillée, vous avez ici quelque chose de très important qui est le serment des dignitaires du chapitre. Disciples de Rabelais respectant ses oracles, gloire au Riot d'Anjou qui fait glisser le vin, devant tous je m'engage à vanter les vertus du nectar de Brissac et du Riot d'Anjou. Et tout ça, c'est né ici. Ainsi s'achève notre visite de Brissac, notre visite découverte de ce monument qui recèle beaucoup de surprises. Quand on pousse une porte, on ne sait jamais très bien ce qu'il y a derrière. Ça fait partie de son charme. Je suis heureux de vous avoir servi de guide. J'espère que cela vous aura donné envie de venir en Anjou, de venir sur les bords de Loire, et puis d'aller de château en château, de découverte en découverte, et d'inclure dans cette découverte de notre belle région ligérienne, Brissac, son parc, ses collections, et j'aurai le plaisir de vous saluer si nos chemins se croisent. En tout cas, merci beaucoup et j'espère à bientôt. Je vous emmène dans le cœur du château, dans les cuisines. Alors on a la chance d'avoir des cuisines Renaissance qui n'ont pas été retouchées. Alors ici, nous sommes dans la cuisine principale, cuisine avec cette superbe cheminée. Donc il faut imaginer le sanglier qui tourne sur lui-même avec ce système de broche, voilà, qui lui permet de tourner. Vous avez ici le four à pâtisserie et en dessous, puisque nous avons un second sous-sol, vous avez la même pièce en dessous avec un four à pain. Donc on a un boulanger à demeure en fait au château qui cuit les gâteaux, le pain, et ça s'explique par la maisonnée qui est très, très abondante. On a à la fois toute une famille qui vit ici avec beaucoup de cousins qui viennent rendre visite, et on a également une domesticité très importante puisque dans les années 70, ils étaient encore 13 domestiques et ils invitaient le facteur à déjeuner tous les midis pour ne pas être 13 à table. Donc le facteur les rejoignait pour qu'ils soient 14. Voilà. Donc vous avez aussi ici un potager qui est typique du sud-ouest, mais que vous trouvez également dans certaines autres régions. Alors ce potager, il y a beaucoup de bouches. Vous voyez que vous avez beaucoup de foyers, il y a 8 foyers sur ce potager. On mettait les braises ici et ça permettait une cuisson lente et surtout de faire mijoter les plats et surtout de faire des potages, d'où le nom potager. Voilà. Alors ici, vous avez la pile qui est l'ancêtre de l'évier. Il n'y a pas encore de système d'arrivée d'eau, mais vous avez un système d'évacuation. On va chercher l'eau au puits, ça permet d'avoir un peu d'eau à disposition. Voilà pour cette pile. Et ici, alors vous voyez ce mur qui est rongé d'humidité. Alors c'est lié à cette idée complètement farfelue qu'a eu notre ancêtre James de McMahon. Donc James de McMahon, je vous l'ai dit, il a augmenté le niveau de la cour, ce qui a eu à la fois une conséquence esthétique pas très agréable, mais surtout ça a amené des conséquences sanitaires catastrophiques puisque la structure a été gorgée d'eau et presque rongée. C'est la raison principale pour laquelle mes beaux-parents ont décaissé la cour. C'est que pendant plus d'un siècle, en fait, l'eau ne s'évacuait pas, elle s'évacuait directement dans la pierre. Donc vous voyez un peu
les conséquences de ces travaux de James. Et voilà, et c'est amusant parce qu'on dit aujourd'hui parfois que certains châtelains font n'importe quoi en termes de restauration. Et il faut aussi regarder ce qui a été fait précédemment. Pas toujours heureux. En fait, chaque époque a ses affres. Voilà. Maintenant vers la cuisine qui a été créée en 1900 et qui a servi jusqu'en 1995. Nous passons dans la partie service. Et ici, c'est le monte-charge qui a été fait pareil en 1900 ou 1890, je ne sais plus exactement, et qui nous sert tous les jours encore. Vous voyez le maniement, c'est pas si léger que ça, mais ça nous fait faire de l'exercice et ça nous sert tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça intrigue beaucoup les visiteurs qui me disent de l'électrifier. Alors nous avançons maintenant vers cette grande et belle cuisine. Nous l'avons refaite exactement de la même manière de ce qu'elle a été depuis 1900. Et nous avons reçu le prix de la Cornue en 2002, qui est la récompense pour la plus belle cuisine de l'année. Alors ici, vous voyez un cantou, c'est une spécialité cantalienne, avec ces deux petits bancs de bois qui servaient pour garder le sel. C'est la place des grands-mères. Deux personnages, toujours des personnages de cire, que nous avons habillés, comme vous pouvez le voir, avec des livrets que nous avons trouvés ici dans les réserves. Et alors là, on peut admirer les boutons de livrets qui représentent les armes des Miramont et de l'arrière-grand-mère Rouget. Voilà, alors ici vous avez toujours la vieille cuisinière qui servait il y a encore 15 ans. On voit les tuyaux qui montent jusqu'à la réserve d'eau, qui donnaient l'eau pour le rez-de-chaussée. Un peu plus loin, vous pouvez voir les sonnettes qui appelaient les domestiques. Vous voyez, ça désignait toutes les pièces. Et à cet endroit-là, vous pouvez voir la souillarde qui était faite pour la vaisselle, le découpage des volailles, des viandes, en un mot pour tout ce qui était un peu sale. Donc voilà la souillarde. Le personnage astique les cuivres. Nous allons donc rejoindre la cuisine principale du château. Cuisine, comme vous pouvez le constater, dans son jus. Ici, on a le sentiment que le temps s'est figé au XVIIIe siècle et que les portes ont été fermées et que personne n'y a pénétré depuis. On a cette très grande cheminée munie d'un tourne-broche ajouté au XVIIIe siècle, qui permettait de cuire les aliments, donc la viande ou le poisson à l'époque. Près de la cheminée, un four à pain et à pâtisserie, ajouté lui aussi au XVIIIe siècle. La salle est voûtée, les sols sont en carreaux d'Aquitaine, qui eux ont été installés pour le confort et la beauté au XVIIIe siècle, sachant que ces cuisines au XVIe n'étaient que de terre battue sur le sol. Et on a également ce merveilleux potager, le terme potager venant du fait qu'ici nous cuisons les potages, les soupes et les légumes à l'aide de la braise incandescente tirée du foyer de la cheminée, installée dans les ouvertures et qui permettait de poser les casseroles de cuisson au-dessus, et les arcades en bas permettaient ensuite de retirer la cendre froide. Et cette cuisine nous permet aussi d'accéder à ce que j'appelle, ce qui s'appelle la souillarde. Cette très jolie pièce, voûtée également, avec ce très grand évier en pierre qui permettait de laver, rincer les aliments pour préparer leur cuisson et leur dégustation. Avec là aussi quelques ustensiles de cuisine de l'époque. On a ici cette grille en fer. On peut comprendre aisément qu'elles étaient utilisées pour griller les poissons. Elles en ont la forme, voilà, en fer forgé.
une très jolie corbeille d'osier pour porter les légumes et les fruits, et les quelques étagères en bois supportées par des consoles en fer forgé pour y poser tous les ustensiles de cuisine également. Alors, laquelle de ces cuisines vous a le plus marqué? Dites-le nous en commentaire. Abonnez-vous à la chaîne et maintenant vous pouvez regarder l'une de ces 2 vidéos.